Premier ministre préside une réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. À l'ordre du jour, le suivi des mesures d'approvisionnement régulier en produits de première nécessité. Nous allons écouter le ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour plus d'informations dans ce journal. La 4e réunion des directeurs généraux des douanes de la Confédération des États du Sahel, AES, a connu cet après-midi son épilogue, la mise en œuvre conjointe du projet de migration vers la nouvelle version des Sidonia 5 par les administrations douanières des pays membres de l'AES et l'Office togolais des recettes, l'opérationnalisation du transit électronique entre les pays de l'AES et le Togo sans rupture de charge dans les recommandations. La liste des joueurs retenus pour le tournoi de l'UFOA Zone A des moins de 17 ans garçons dévoilée. Demba Mamadou Traoré, le sélectionneur de l'équipe nationale, a fait appel à 25 joueurs. 5 clubs de Ligue 1 y sont représentés. Nous en saurons davantage en fin d'édition avec Famourou Djourté et Tayeb Adjawakoy. Bonsoir à tous, merci de nous suivre. Jour de conseil des ministres à Koulouba ce vendredi 3 octobre sous la présidence du chef de l'État, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Pour la lecture du communiqué du conseil des ministres, à mes côtés donc sur ce plateau, Sidiki Dambélé, je vous dis bonsoir et c'est à vous. Bonsoir à vous, Nyanya Loutaroye. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires, 1. Sur le rapport du Premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant modification de l'ordonnance numéro 2014-018 du 3 octobre 2014 portant création de la Direction générale du contentieux de l'État. La Direction générale du contentieux de l'État a été créée par l'ordonnance numéro 2014-018 du 3 octobre 2014 avec pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière de prévention et de gestion des affaires contentieuses intéressant l'État et les organismes publics et d'en assurer la mise en œuvre. Après plus d'une décennie, l'application de ces textes a révélé des insuffisances liées au recrutement des collaborateurs extérieurs, notamment dans le cadre de la gestion des procédures d'urgence. Le projet d'ordonnance adopté permettra de tenir compte des spécificités des dites procédures dans le recrutement des collaborateurs extérieurs de la Direction générale du contentieux de l'État. 2. Sur les rapports du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les taux en matière d'impôt spécial sur certains produits. Les taux en matière d'impôt spécial sur certains produits sont fixés par le décret numéro 2022-0555 PTRM du 20 octobre 2022. L'extension du champ d'application de l'impôt spécial sur certains produits à travers l'adoption de l'ordonnance numéro 2025-015 PTRM du 17 mars 2025 portant modification du Code général des impôts ainsi que l'évolution des produits utilisés dans certains secteurs d'activité ont rendu nécessaire la relecture du décret du 20 septembre 2022. Le projet de décret adopté apporte des innovations concernant les bouillons alimentaires, les produits miniers, les produits du tabac et harmonise la fiscalité minière avec les objectifs de mobilisation des recettes et de promotion d'un environnement économique attractif. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sdg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications 1, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au segment de haut niveau de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies tenue du 22 au 29 septembre 2025 à New York, aux États-Unis d'Amérique. Le Premier ministre chef du gouvernement à la tête d'une forte délégation comprenant notamment les ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale et les ministres de la Santé et du Développement social a représenté le président de la transition, chef de l'État, au segment de haut niveau de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies.
La participation de la délégation malienne à cette session a été marquée par les discours du Premier ministre, chef du gouvernement, au nom de la Confédération des États du Sahel le 26 septembre 2025. Durant son séjour, le Premier ministre, chef du gouvernement, a rencontré la vice-secrétaire générale des Nations Unies, la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations et les ministres de la Défense du Nigeria. Il a également représenté les chefs de l'État à l'événement de haut niveau organisé par le président de la République du Sénégal sur la mémoire africaine, la justice et les réparations. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a participé à plusieurs réunions ministérielles, notamment du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies, des pays les moins avancés, des pays en développement sans littoral, du groupe des G77 et la Chine, de l'Organisation de la coopération islamique, du groupe des Amis pour la défense de la Charte des Nations Unies et du Fonds mondial pour l'engagement de la communauté et la résilience. Par ailleurs, les ministres chargés des Affaires étrangères et de la Confédération des États du Sahel ont eu des rencontres bilatérales avec leurs homologues russes et avec les présidents de la Commission de l'Union africaine, suivi d'une séance de travail avec les ministres chargés des Affaires étrangères du Maroc sur l'initiative royale visant à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Le ministre de la Santé et du Développement social a pris part à l'événement spécial du secrétaire général des Nations Unies sur le climat et à la réunion de haut niveau sur les maladies non transmissibles. Il a également eu des entretiens avec les vice-ministres russes chargés de la santé, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et le directeur régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé. Avant de quitter New York, les premiers ministres de la Confédération AIS ont eu des échanges avec la diaspora établie aux États-Unis d'Amérique. 2. Le ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au 2e sommet mondial de la coalition pour l'alimentation scolaire tenu du 18 au 19 septembre 2025 à Fortaleza, au Brésil. Ce 2e sommet, qui a enregistré la participation de plus de 80 délégations, a été l'occasion de faire le point des engagements pris par les pays membres de la coalition et de dégager des perspectives. À cette occasion, la délégation malienne a présenté les efforts déployés par le gouvernement en matière d'alimentation scolaire qui ont porté, entre autres, sur le renforcement du cadre juridique de l'alimentation scolaire, le transfert des ressources aux collectivités territoriales pour l'approvisionnement de 1855 cantines scolaires à travers le territoire national, la promotion des cantines scolaires endogènes, l'élaboration du manuel de procédure et de gestion des cantines scolaires, les missions de supervision des activités des cantines scolaires. Au cours des différentes interventions, des plaidoyers ont été adressés aux décideurs pour améliorer la qualité de l'alimentation scolaire pour tous et multiplier les cantines endogènes dans toutes les communautés. 3. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres de la candidature du Mali pour l'organisation du tournoi de qualification de la Ligue africaine de basketball, groupe A, prévu du 17 au 19 octobre 2025. La Ligue africaine de basketball a pour objectif de développer le basketball en Afrique, de créer des opportunités pour les jeunes talents africains et de stimuler l'économie locale dans les villes hôtes à travers des événements de grande envergure. Dans le cadre de la tenue de la phase qualificative de la Ligue africaine de basketball, le Mali a soumis sa candidature en vue d'accueillir le tournoi de qualification du groupe A qui regroupera les équipes de la Libye, du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. La candidature du Mali pour l'organisation de ce tournoi traduit la volonté des autorités de la transition d'offrir à la jeunesse malienne des opportunités d'épanouissement à travers les sports. 4. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a informé le Conseil des ministres de l'organisation du Salon international de l'entrepreneuriat AIS prévu du 18 au 21 novembre 2025
à Bamako. Ce salon, qui constitue une initiative stratégique au service de la souveraineté économique, de la coopération régionale et du développement inclusif, est placé sous le thème entrepreneuriat, facteur d'intégration et de développement économique des pays de la Confédération AES. Il a pour objectif, entre autres, de promouvoir un entrepreneuriat national inclusif et innovant comme moteur de développement économique dans l'espace confédéral, d'offrir une plateforme régionale de valorisation de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes et des femmes, de mobiliser des partenaires techniques et les investissements privés autour des projets structurants et de contribuer à la création d'emplois durables et des richesses. Au cours de l'événement, les participants échangeront sur le thème principal à travers des conférences de haut niveau, des expositions d'initiatives entrepreneuriales, des rencontres d'affaires et des ateliers thématiques. 5. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a informé le Conseil des ministres de la célébration de la Journée internationale des femmes rurales, édition 2025, le 15 octobre 2025 à Ouenzendougou, commune rurale du Mandé. La célébration de cette journée, qui vise la valorisation des initiatives et des solutions agroécologiques portées par les femmes rurales pour faire face aux effets du changement climatique, est placée au plan national sous le thème « Investir dans l'agroécologie féminine pour la résilience des femmes rurales face au changement climatique ». Ce thème met en exergue les efforts déployés par les femmes rurales du Mali pour leur pleine participation au développement en vue de réduire les barrières qui handicapent leur épanouissement. 6. Les ministres de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population a informé le Conseil des ministres de la célébration des Journées mondiales de l'habitat et des villes, édition 2025. L'édition 2025 des Journées mondiales de l'habitat et des villes, prévues respectivement les 6 et 31 octobre 2025, mettront en avant les villes intelligentes centrées sur les personnes. Au plan mondial, les thèmes retenus sont, pour la Journée mondiale de l'habitat, réponse aux crises urbaines, et pour la Journée mondiale des villes, villes intelligentes centrées sur les personnes. Au plan national, la commémoration de dites journées se déroule dans un contexte marqué par les effets de diverses crises qui impactent le développement harmonieux de nos villes, le cadre de vie de nos populations et leur quiétude. Il est prévu, entre autres, comme activité, des concertations entre les acteurs du secteur du foncier, de l'habitat, de l'urbanisme et de la construction. Le lancement des travaux de réalisation d'ouvrages au compte du projet de résilience urbaine de Bamako et d'autres structures du ministère en charge de l'habitat. Des concertations sur la protection des espaces publics du district de Bamako et de certaines localités de la région de Koulikoro. Ces activités renforceront les capacités des acteurs du secteur et leur permettront de mener des réflexions sur les politiques stratégiques, législations et règlements existants en vue d'améliorer les conditions de vie des populations dans un environnement sain et sécurisé. 7. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration a informé le Conseil des ministres de l'organisation de la 3e édition de la Semaine du numérique les 4, 5 et 6 décembre 2025. Le thème de cette 3e édition est « Le e-gouvernement à l'ère de l'intelligence artificielle, opportunités et défis pour la culture ». La Semaine du numérique est un espace de rencontre et d'échange des acteurs du secteur des technologies, de l'information et de la communication qui offre des opportunités de coopération et de collaboration, favorisant l'émergence d'une véritable économie numérique. Elle vise notamment à appuyer les start-up, les entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication, ainsi que les administrations par la promotion d'initiatives et de solutions orientées vers la modernisation de l'administration et d'autres secteurs de production à forte valeur ajoutée. Dans le cadre de la mutualisation des bonnes pratiques en matière de numérique, le Burkina Faso et le Niger ont été désignés comme invités prestigieux de cette 3e édition. 8.
Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà ce qu'il fallait retenir de ce communiqué du Conseil des ministres de ce vendredi. Nyanyalou Traoré. Merci bien, Sidiki Dambélé. À présent, direction la primature où le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé cet après-midi une réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. À l'ordre du jour, le suivi des mesures d'approvisionnement régulier en produits de première nécessité. Il a été essentiellement question de la sécurisation des convois, de la situation de l'approvisionnement du pays en carburant ainsi que l'adoption d'un plan d'action d'urgence pour l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité. Nous vous proposons d'écouter le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine, qui rassure les Maliens. Des propos recueillis par Mamari Koné et Aliou Touré. Sur l'instruction du Premier ministre, nous avions tenu une réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. Et donc aujourd'hui, nous avions travaillé sur le plan de sécurisation des convois et en rapport avec bien sûr le ministère de la Défense et tous les départements impliqués, l'état-major général des armées, et où il faut aujourd'hui renforcer la sécurisation des convois sur les axes et sécuriser aussi les travaux critiques. Nous avions aussi planché sur la situation des approvisionnements du pays en denrées de première nécessité, y compris bien sûr le carburant. Donc beaucoup de propositions concrètes ont été faites et beaucoup de mesures fortes aussi ont été proposées qui seront bientôt mises en œuvre. Et au moment opportun, nous allons communiquer sur tout ce que nous avions eu à prendre comme mesures dans ce sens. Je peux aujourd'hui rassurer la population que nous allons prendre toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas de pénurie de quoi que ce soit, notamment les pénuries de denrées de première nécessité. Donc nous avions travaillé dans ce sens et je tiens aujourd'hui et tout de suite à rassurer la population que ce travail sera fait pour éviter toutes sortes de pénuries. Les directeurs généraux des douanes de la Confédération des États du Sahel et le commissaire général de l'Office togolais des recettes reçus à la primature à la délégation conduite par le directeur général des douanes du Mali, l'inspecteur général Amadou Konaté, venu partager avec le Premier ministre la conclusion des travaux de leur 4e réunion, et le chef du gouvernement a salué l'engagement et l'abnégation des directeurs généraux des douanes pour leur engagement et les exhorte à redoubler d'efforts. Mamari Koné, Aliou Touré. C'est pour rendre compte au chef du gouvernement les conclusions de leurs travaux que les directeurs généraux des douanes de la Confédération des États du Sahel, AES, et le commissaire général de l'Office togolais des recettes sont reçus à la primature. Le directeur général des douanes du Mali, l'inspecteur général Amadou Konaté, a livré les conclusions des 2 rencontres qui viennent de se tenir à Bamako, à savoir la 2e rencontre sur l'interconnexion du système douanier de l'AES et la rencontre des directeurs généraux autour des instruments de coopération. Des travaux qui sont parvenus à de très bons résultats. Les administrations douanières sont en train de travailler à fédérer les actions, les synergies, et ce qui a concouru donc à cette 4e rencontre au niveau donc de Bamako, où nous avons discuté sur les questions du code des douanes, qui donc est un outil aujourd'hui de modernisation, de facilitation des échanges de nos États. Et en marge donc de cette question, nous avons discuté aussi de l'interconnexion, qui est un outil aujourd'hui que nous devons donc fédérer, internaliser auprès de nos États pour fluidifier donc les opérations de transit. Et nous avons donc invité le pays frère et ami qui a assisté donc à ces travaux, le Togo, avec lequel nous ambitionnons effectivement à fédérer donc cet outil pour que cette interconnexion soit vraiment de plein pied, pour avoir une meilleure traçabilité et une meilleure vision donc des opérations que nous menons dans nos pays. Il a vraiment bien apprécié et nous a invités à travailler à ce que les résultats de ces travaux soient véritablement donc appliqués au sein donc de nos pays, pour que nous puissions avoir véritablement un État fédéré comme on le souhaite.
Le Togo est le pays invité à ces deux rencontres. Le Premier ministre et chef du gouvernement a salué la position panafricaniste du président togolais et sa solidarité à l'égard des pays de la Confédération des États du Sahel. Depuis la création de l'AES, l'administration douanière togolaise s'est mise à la disposition de l'AES et a toujours participé aux différents travaux. À la rencontre de Bamako, qui fait suite à celle de Niger et de Niamey et de Lomé, nous avons pu constater avec grande satisfaction l'évolution des systèmes d'interconnexion de nos systèmes. Actuellement, je puis dire avec satisfaction que nos 4 pays sont interconnectés et qu'une déclaration levée à Lomé peut être vue directement à Bamako. Au nom du président de la transition, le Premier ministre a salué et félicité la douane malienne pour le travail remarquable et le rôle qu'elle joue dans la lutte contre le terrorisme à travers les différentes saisies opérées. Fin cet après-midi de la 4e réunion des directeurs généraux des douanes de la Confédération des États du Sahel, AES. Une rencontre qui était couplée à la 2e réunion du comité de pilotage sur l'interconnexion des systèmes informatiques des administrations douanières des pays membres de l'AES et de la République du Togo, réunis autour du thème l'harmonisation des procédures douanières pour un commerce fluide et sécurisé dans l'espace AES. Cet espace d'échange s'est conclu par de fortes recommandations qui vont permettre de poser des fondations solides d'une coopération saine et un développement économique de notre espace commun. Reportage. La suppression des dispositions sur la libre pratique dans le projet de code des douanes AES, l'institution d'un forum périodique entre les agents des douanes AES et l'invitation à l'IFPB de proposer un projet de document définissant la stratégie de renforcement des agents. Ce sont là, entre autres décisions prises à l'issue des travaux de la 4e réunion des directeurs généraux des douanes de la Confédération des États du Sahel, AES. Des jours durant, les participants ont passé au peigne fin ce qui constituera l'ossature des instruments de la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux ainsi que du libre établissement au sein de notre espace communautaire. Au titre de l'examen et adoption du Code des douanes AES et du tarif extérieur commun TEC-AES, les directeurs généraux des douanes de l'AES ont constaté une avancée notable dans l'élaboration des 2 projets de texte, notamment projet de décision relatif au Code des douanes au sein de la Confédération des États du Sahel AES, projet de décision portant adoption du tarif extérieur commun TEC-AES de la Confédération des États du Sahel, projet de décision portant définition de la liste des marchandises composant les catégories dans la nomenclature tarifaire et statistique de la Confédération des États du Sahel, AES, basée sur la version 2022 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Également sur la table des participants, les défis liés à l'interconnexion des systèmes informatiques des administrations douanières des pays membres de l'AES et de la République du Togo. Une véritable avancée sur ce dossier compte tenu de son apport essentiel dans la facilitation des échanges transfrontaliers, la sécurisation des opérations commerciales et le renforcement de la souveraineté économique des États membres. Premièrement, à tenir 2 séances de formation ou de sensibilisation par pays pour le personnel douanier et les usagers des bureaux connectés, appliquant la procédure d'interconnexion au plus tard le 31 mars 2026. Deuxièmement, se prononcer sur le système unique de tracking dans l'espace AES Togo, proposé par le Togo au plus tard le 30 juin 2026. C'est Bamako plus 4 a visiblement comblé les attentes. Beaucoup d'acquis, mais d'autres défis persistent. Vos différents travaux, empreints de compréhension mutuelle, de franchise et de détermination, ont abouti à plusieurs recommandations pertinentes. Ces recommandations ont porté, entre autres, sur la mise en œuvre conjointe du projet de migration vers la nouvelle version de Sidonia 5, ASY5, par les administrations douanières des pays membres de l'AES et l'Office togolais des recettes.
Signalons que les participants ont adressé de chaleureux remerciements au président de la transition ainsi qu'à son gouvernement pour la bonne organisation de la rencontre. Le professeur Franklin Nyamsi est en séjour au Burkina Faso à la faveur des universités africaines de la communication de Ouagadougou. Au cours d'une conférence, il nous apprend que l'Afrique est mal servie depuis des siècles sur le plan communicationnel. Comment? Et Lambert Soma nous répond. La première stratégie est la géopolitique négrière coloniale, impérialiste et néocolonialiste de la communication. Cette phase qui dure depuis 6 siècles se traduit par un pillage systématique des ressources humaines et économiques de l'Afrique et d'autres parties du monde. Pour comprendre cette stratégie, il faut s'intéresser au narratif. Je le résume en quelques mots. 1. Le racisme. Nous faire croire que nous sommes des êtres inférieurs sur le plan biologique. 2. L'ethnocentrisme, nous faire croire que nos cultures, nos civilisations appartiennent à la nature. Troisièmement, le révisionnisme, modifier les faits de notre histoire de telle façon que nous doutions de nous-mêmes. La deuxième stratégie géopolitique de communication est la mise en avant sur la scène médiatique de dictateurs africains. Les dictateurs néocoloniaux entretiennent une nuée de terreaux journalistes dans la presse à gage occidentale qui leur assure une visibilité positive à travers des reportages et campagnes publicitaires lénifiants. À la faveur de la révolution du numérique, les médias traditionnels ont perdu le monopole des canaux d'information. Les Africains ne s'informent plus exclusivement sur les médias occidentaux, d'où la naissance de la troisième stratégie géopolitique qu'est la communication libéraliste. La conscience de la défaite médiatique de l'ancien réseau communicationnel de la domination occidentale et despotique est cruelle. Si vous lisez les conclusions de l'école de guerre économique de Paris, les panafricanistes, que ce soit les dirigeants ou les militants, les activistes et les influenceurs, sont les seuls coupables de leur défaite. Franklin Nyamsi estime d'ailleurs être en phase avec cette dernière stratégie qui est bien comprise et assimilée par les têtes pensantes de la révolution progressiste et populaire en cours au Burkina Faso. Le gouvernement du Niger et la Banque africaine de développement BAD ont signé un appui budgétaire d'environ 84 milliards de francs CFA. Abari Amiti et Askou Djibrila nous en disent plus. À la Banque africaine de développement BAD, le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine, a rencontré et échangé avec le nouveau président de l'institution. Le Premier ministre Ali Mohamed Lamine et Sidi Ouluta ont procédé à la signature de l'appui budgétaire pour la République du Niger. L'accord que nous venons de signer, il porte sur 105 millions d'unités de compte. Il vient renforcer le partenariat exemplaire entre le Niger et la Banque africaine de développement. Il témoigne de la confiance de notre institution dans la pertinence des réformes entreprises par le gouvernement de mon pays. À travers la signature de cet accord, je réaffirme l'engagement de notre gouvernement et sa détermination à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre de la réalisation de ce programme. Ils traduisent notre détermination de poursuivre les réformes structurantes nécessaires au développement durable et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour le président de la Banque africaine de développement, son institution soutient ce projet important dans l'intérêt du peuple nigérien, notamment les plus vulnérables. L'importance d'un tel programme n'est pas à démontrer et je me réjouis de l'engagement que vous prenez solennellement pour la poursuite de ces réformes dans l'intérêt du peuple du Niger. Et je peux vous garantir que le groupe de la Banque africaine de développement restera, comme il a toujours été, un soutien fort à tous nos États membres régionaux. Toujours dans la tour de la BAD, le Premier ministre a échangé avec les directeurs et chefs de division technique de la banque sur le sujet du projet de zone agro-industrielle de Maradi. Il y a une excellente opportunité donc, sur l'aménagement, le projet qui est le projet de chemin de fer du corridor Kano-Maradi, qui présente une excellente opportunité. Et il est bien évident, en tout cas, que sur ce plan, la banque est prête à accompagner le gouvernement pour ce projet structurant qui viendrait s'arrimer avec donc le projet de chemin de fer de Maradi pour que, en tout cas, le Niger et les producteurs, les opérateurs puissent ajouter de la valeur aux produits agricoles avant l'exploitation. Le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine, est aussi arrivé à la banque pour développer d'autres pistes d'investissement au Niger le plus rapidement possible pour booster davantage l'économie du pays.
Actualité des FAMA, à Ségou, les forces armées maliennes ont détruit un bivouac de terroristes grâce au vecteur aérien. Le film des événements avec Bemba Sibi. Les vecteurs aériens des FAMA ont encore frappé les groupes armés terroristes hier jeudi 2 octobre 2025 dans la région de Ségou. Sur la base de renseignements faisant état de la présence de groupes armés terroristes, les FAMA ont mené une reconnaissance offensive contre des sites de bivouac terroristes situés entre Kalangola, Pogo et Tassouma dans le cercle de Markala. Plus d'une dizaine de terroristes ont été neutralisés lors de cette offensive. Un important lot d'armement, de munitions, de vivres, de motos ainsi que de bétail ont été récupérés. L'état-major général des armées félicite l'ensemble des unités engagées sur les différents théâtres d'opération pour leur engagement sans faille et leur volonté inébranlable de lutter efficacement contre les groupes armés terroristes. 302 soldats, dont 10 personnels féminins, viennent d'être présentés au drapeau à Tombouctou. Nadim Baba Sissé Mouloud Tandila nous en parle. Au terme de leurs 6 mois de formation commune de base, les 302 jeunes soldats, dont 10 personnels féminins, issus des différentes corporations des forces de défense et de sécurité, sont présentés au drapeau à la place d'armes du camp Farchek Sidi Bekay de Tombouctou. La formation commune de base de ces contingents est une preuve réelle de la volonté manifeste de la plus haute autorité de la hiérarchie militaire en général et en particulier celle du commandant de la zone de défense de Haut-5, de doter notre outil de défense du personnel efficace pour faire face aux défis sécuritaires actuels que connaît notre pays. Cette formation commune de base, première du genre dans la zone de défense numéro 5, a comblé les responsables de par sa qualité et sa rigueur. La formation a été faite à hauteur de souhait. Nous avons voulu à ce que ces recrues, à leur sortie, soient à mesure d'être directement déployés sur le théâtre des opérations. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes entièrement satisfaits. La formation a été faite dans un environnement qui est vraiment propice à la formation. Un environnement dans lequel ils n'ont pas eu droit à des visites pendant les 6 mois et pas de permission surtout, ce qui nous a permis d'avoir le produit que nous avons aujourd'hui. Donc nous pouvons nous féliciter des résultats obtenus et c'est une fierté pour la région, une fierté pour l'armée malienne. Les temps forts de cette cérémonie de sortie étaient entre autres la remise des cadeaux aux 3 premiers de la formation, des exercices de démontage et de remontage des armes, une simulation d'attaque, le tout couronné par un défilé militaire. Prévention et gestion des conflits liés au foncier agricole. Le sujet est au centre d'une session de formation à l'attention de 114 auditeurs de justice. Tiamoro Kounate, reportage. Conflits liés aux fonciers agricoles, une triste réalité notamment en milieu rural, alors qu'il existe bien de mécanismes de prévention et même de gestion si besoin en était. Des mécanismes qui s'approprient depuis ce jeudi 114 auditeurs de justice. C'est à la faveur de ce séminaire de formation de 2 jours à l'Institut national de formation judiciaire. Chers auditeurs de justice, en tant que futurs magistrats, vous serez en première ligne pour dire le droit et garantir la paix sociale dans nos communautés. Je vous exhorte à vous approprier pleinement les connaissances qui vous seront transmises dans le cadre de ce module curriculaire, à débattre avec rigueur et curiosité et à vous engager résolument pour une justice foncière équitable, efficace et adaptée aux réalités de notre pays. Cet exercice de renforcement des capacités découle d'un partenariat dynamique entre la direction de l'établissement et l'ONG Mercy Corps. Il s'inscrit dans la mise en œuvre d'un programme dénommé JAS, un programme dont les résultats sont tangibles, en ce sens que 87% des conflits fonciers sont résolus dans les zones d'intervention que sont Koutiala, San, Bla, Banamba et Nyono. Dans nos 20 communes d'intervention, 290 commissions foncières villageoises et 20 COFO communales ont été accompagnées à travers leur création ou recomposition, leur formation, leur équipement et leur rapprochement avec les systèmes judiciaires. 2303 membres ont été formés. Les équipements vont des documents comme des registres et des modèles de PV à des outils pratiques. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme salue les efforts du programme JAS et de tous les autres acteurs pleinement mobilisés pour y répondre de manière pragmatique. Pour avoir d'abord
renforcer l'information et la sensibilisation sur l'achèvement du processus de conciliation par l'homologation afin d'assurer une meilleure compréhension par l'ensemble des parties prenantes. Engager et amorcer l'harmonisation des bonnes pratiques, des saisines et des convocations, adaptées aux réalités locales et respectueuses des justiciables, avec des orientations partagées entre juridictions et acteurs des terrains. Cette session de renforcement des capacités constitue un appui à la formation académique de ces jeunes auditeurs qui seront bientôt déployés dans différentes juridictions à travers le pays. Pour faciliter leur compréhension, les modules retenus pour la circonstance sont décryptés dans un document dont 300 exemplaires sont offerts à la Direction nationale de l'Institut de formation judiciaire. Et toujours avec Tchemoko Konaté, voyons ensemble la rentrée doctorale de l'université Yambo Wologem. Reprise des classes dans une dynamique de promotion de l'excellence académique. Nous sommes à la deuxième édition de la rentrée doctorale de l'université Yambo Wologem. Cet événement annuel placé sous le signe du renouveau a pour centre d'intérêt la recherche scientifique. Il est de notre responsabilité et de notre rôle en tant qu'enseignants-chercheurs et chercheurs, plus spécifiquement les directeurs de thèse et les candidats au doctorat, de contribuer par la pertinence et l'efficience de nos sujets de recherche et l'efficacité des résultats obtenus de susciter en Afrique l'espoir d'un ami, j'allais dire d'un allié sûr, car il n'est de meilleur allié que le savoir. Cette cérémonie est d'une grande importance car en voyant, elle ne se limite pas à un simple protocole. C'est une occasion pour nous doctorants de la valorisation du travail de doctorant et de la mise en valeur du rôle de l'école doctorale. Le rôle et l'apport de la recherche scientifique dans la construction de la cohésion nationale et le développement, un thème largement développé lors de la conférence inaugurale animée par le professeur Idrissa Soïba Traoré. Il y a eu beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'articles qui ont porté sur les questions nationales, qui ont analysé ces questions de reconstruction pour permettre aux autorités d'avoir à leur main matière qui pourrait leur permettre, n'est-ce pas, d'être orientées par rapport à la résolution des problèmes. Il s'agit des ouvrages qui portent sur les conflits, sur le terrorisme, il s'agit des ouvrages qui portent sur le vivre ensemble. Mais au-delà de cela, les universités, dans le cadre, n'est-ce pas, de leur mission sociale, ont rapproché, par exemple, les déplacés. La recherche n'est pas une fin en soi. Elle doit éclairer nos choix, guider nos politiques publiques et renforcer les dynamiques de cohésion sociale, bref, apporter des solutions à nos problèmes. Pour rappel, ils sont au total 785 doctorants, toutes spécialités confondues, à fréquenter l'établissement. Outre le Mali, on y trouve d'autres nationalités comme le Niger, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Togo et le Tchad. Le lycée Askia Mohamed de l'université Yambo Wologem célèbre la langue chinoise à travers l'Institut Confucius du Mali. Ba Traoré pour plus d'explications. La langue et la culture chinoise valorisées au Mali à travers chant, danse et sport. C'est à l'occasion des journées classe et institut Confucius. L'événement est célébré au Mali pour la 12e fois et sert d'espace de promotion de la langue et de la culture chinoise. Les animateurs de cette tribune sont les élèves des classes Confucius du lycée Askia Mohamed et les étudiants de l'université Yambo Wologem. La classe Confucius au lycée Askia Mohamed de Bamako, créée en 2008, est un espace idéal pour découvrir et approfondir ses connaissances sur la Chine et la Chine-Afrique. L'objectif principal de cette célébration est de montrer que les instituts et les classes Confucius sont des espaces de formation académique et scientifique, d'échanges culturels, de tissage de liens d'amitié et de fraternité entre des personnes, entre des communautés et des peuples. Véritable espace d'apprentissage de la culture et de la langue chinoise, les classes et instituts Confucius au Mali offrent deux types de formations. Une formation diplômante de licence en langue chinoise et une formation certifiante en cours du soir pour un niveau en langue. Cette année marque le 7e anniversaire de l'Institut Confucius à l'université Wologem et le 16e anniversaire de la classe Confucius au lycée Askia. En initiant l'apprentissage linguistique, l'Institut Confucius et la classe Confucius ont fourni
un enseignement du chinois de haute qualité, favoriser les échanges et la convergence culturelle, impulser la compréhension mutuelle entre les civilisations chinoises et maliennes. L'Institut Confucius a déjà formé 75 titulaires de licence en langue chinoise, dont certains travaillent comme interprètes, agents commerciaux ou gestionnaires des ressources humaines dans des entreprises chinoises. Lancement du projet de couverture dénommé 1000 femmes, 1000 mets tendus. Je vous explique. Il s'agit de permettre à 1000 femmes vulnérables de bénéficier à travers un parrainage d'une assurance santé annuelle, moyennant 20 000 francs CFA par an et par personne dans les SESCOM partenaires des AFG Assurance Mali du groupe Atlantique Group. L'initiative est de l'ONG Nyeleni, nous dit Mohamed Nama Keïta. Main dans la main, l'ONG Nyeleni et AFG Assurance Mali s'engagent pour la prise en charge complète des 1000 femmes vulnérables dans les centres de santé communautaires d'ici fin 2025. À travers le lancement de la première phase de ces projets, les deux partenaires entendent faciliter l'accès aux soins de santé à un grand nombre de femmes vulnérables à travers le pays. D'après les enquêtes nationales récentes, INSTAT 2023-2024 et les estimations internationales, la situation sanitaire impose l'urgence. La mortalité maternelle demeure élevée, 367 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2023, d'après l'OMS. Et une part importante des dépenses de santé reste malheureusement à la charge des ménages, rendant l'accès aux soins précaires pour beaucoup. Les centres de santé communautaires, CSCOM, constituent le maillon opérationnel essentiel pour agir rapidement et à l'échelle. Ces constats ont guidé notre réponse. Concrètement, aux côtés d'AFG Assurance, nous représentons aujourd'hui 1000 femmes, 1000 mains tendues. Sur AFG Assurance Mali, nous croyons que la santé n'est pas un privilège, mais le socle de la dignité humaine et du progrès collectif. C'est cette conviction qui a fait naître ce programme novateur et audacieux, fruit d'un partenariat fort avec l'ONG Nyeleni. Notre ambition est claire, garantir une couverture santé à 100% pour 1000 femmes en situation de précarité. Très émue, Maïmouna Djakiti, une des premières bénéficiaires du projet 1000 femmes, 1000 mains tendues, revient sur la manière dont elle a eu sa carte des membres. C'est à la radio que j'ai eu écho de cette initiative. Déjà, j'étais comblée par l'accueil que l'on m'a réservé. Et depuis que j'ai la carte, je n'ai rencontré aucun problème de prise en charge dans les SESCOM, partenaires du projet. La représentante du commissariat à la sécurité alimentaire a salué l'initiative qui doit permettre d'assurer la couverture sanitaire des femmes socles des ménages. 6 établissements scolaires catholiques ont ouvert leurs portes à la faveur de la rentrée scolaire 2025-2026. Ils s'appellent désormais la Nouvelle École Catholique. Drissa Kone, Seydou Kamena sont allés y faire un tour le jour de la rentrée scolaire. Suivons ensemble jusqu'à 100. Après la fin des subventions de l'enseignement catholique au Mali, le diocèse de San n'est pas resté les bras croisés. 6 établissements scolaires des premiers et seconds cycles de part et d'autres à Touba, Mandjakui, Benena, Dogbo et San sont fonctionnels. Désormais appelée la Nouvelle École Catholique, l'ère est à la refondation. Puisque nous n'avons plus de subventions, nous avons été obligés de réaménager aussi bien le problème des scolarités que le problème des salaires des enseignants et même le nombre des enseignants. On a drastiquement diminué ce nombre pour justement prendre un enseignant par classe carrément dans le premier cycle fondamental et un enseignant par discipline au second cycle. C'est vraiment une école resserrée. Nous l'appelons la Nouvelle École Catholique puisque c'est vraiment une nouvelle expérience que nous voulons commencer. En ce premier jour de la rentrée, l'affluence est timide et le diocèse ne veut pas en rester là. À Touba, à Mandiakui, à Dobo, à Benena, nous avons demandé vraiment que les confrères prêtres soient là, que c'est eux qui sont les premiers responsables de ces écoles-là dans les paroisses, qui soient là pour aider au démarrage. Mais nous pensons que petit à petit, les choses vont entrer dans l'ordre et que nous allons pouvoir vraiment mener tout ça pour que, en tout cas, cette école-là, demain, soit la nôtre.
En prenant ainsi le taureau par les cornes, le diocèse de Sens compte faire de la nouvelle école catholique une référence dans la région de Sens. La campagne agricole 2025-2026 s'annonce prometteuse à Narey et à Nioro. C'est ce qui ressort de la visite de la mission de supervision des directions régionales de l'agriculture de ces localités. Idrissa Keita, Moussa Diakité, correspondance. Les acteurs du secteur agricole ont entamé une mission de supervision de la campagne agricole 2025 dans la région de Nara. Plus qu'un simple contrôle, cette descente sur le terrain se veut un cadre d'écoute et de dialogue avec les exploitants agricoles pour la réussite de la campagne. On peut dire que la campagne s'annonce très bonne, car l'objectif, nous sommes à 90%. Pour tout céréales confondu, nous avons 134 000 hectares. Donc déjà, nous avons réalisé 131 300 hectares. Dans les champs visités, les producteurs ont partagé leur expérience et les réalités du terrain marquées par des poches de sécheresse, des difficultés d'accès aux intrants et des signes encourageants de résilience grâce aux bonnes pratiques agricoles. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que les cultures sont en bonne voie. Nous avons mis en terre différentes spéculations, notamment le mil, le sorgho, les haricots, l'arachide et le sésame. Nous tenons à souligner l'appui précieux de la direction de l'agriculture qui nous a accompagnés à travers des conseils et des formations, contribuant ainsi au bon déroulement de la saison. Nous accompagnons les paysans pour qu'ils produisent mieux et plus. Nous les conseillons l'utilisation des semences améliorées, plus résistantes et plus productives, ainsi que l'usage raisonné des engrais chimiques. Cette mission de supervision de la campagne agricole a permis de recueillir des propositions concrètes émanant directement des acteurs à la base, des propositions qui vont permettre d'adapter les politiques d'accompagnement aux besoins réels des producteurs. L'équipe de supervision de la campagne agricole s'est rendue dans les champs de Bamoudi Diawara, un Malien de l'extérieur qui est venu se donner à la terre. Ici, M. Diawara exploite 8 hectares de sorgho et 2 hectares d'arachide. Le champ de Blanglama Konare à Sandaré a été la deuxième étape de cette visite de supervision. Là aussi, 10 hectares de petits mil et 4 hectares d'arachide en bon état donnent satisfaction aux visiteurs. Juste là, la campagne est prometteuse. Pour le moment, il n'y a pas eu de signalisation de dégâts. La situation phytosanitaire dans l'ensemble de la région, elle est calme. Une fois qu'on constate des dégâts ou on constate quelques présences de ces nuisibles-là, de faire recours aux services concernés. À travers les renseignements et tout ce que nous venons de voir, nous pouvons le dire avec certitude que la campagne 2025-2026 s'avère être très prometteuse. Parce que en termes d'emblée, c'est un objectif de 135 220 hectares en termes de réalisation. Nous avons 135 117 hectares. La production prévisionnelle est de 120 000 tonnes. En réunion de synthèse, les techniciens de la direction régionale de l'agriculture de Nioro recommandent fournir les intrants en quantité et à temps, procéder au dénichage des lieux de ponte d'oiseaux granivores, inviter les producteurs à mieux conserver et à ne pas brader leur production après la récolte. Cette année, dans la région de Nioro, il est tombé 669 mm de pluie, bien répartis dans le temps et dans l'espace, contre 639 mm l'année dernière. Atelier d'opérationnalisation de la coalition nationale de la Grande Muraille Verte. On en sait plus avec Awad Makulubali et Aruna Djara. Cet ensemble d'acteurs d'institutions publiques, de secteurs privés, d'ONG nationales et internationales forme le bras technique de la coalition nationale de la Grande Muraille Verte. Durant 2 jours, quelques activités domineront leurs travaux de concertation. Informer les acteurs nationaux sur les activités de la Grande Muraille Verte, recenser les projets déjà réalisés en cours sur le tracé de la Grande Muraille Verte, orienter et évaluer les actions de mise en œuvre
définir les axes stratégiques pour une meilleure mobilisation des ressources. En particulier celle financière. C'est d'ailleurs l'aspect qui limite la capacité d'éclosion de l'initiative. Après l'opérationnalisation, c'est de voir un peu comment la coalition puisse faire des propositions concrètes pour vraiment lever d'autres financements pour réaliser les projets et les activités. La collaboration qui est établie entre Enabel et la Grande Muraille Verte, ça va jusqu'en décembre 2026. La coalition nationale Grande Muraille Verte est un instrument mis en place par le plan d'investissement prioritaire décennal 2021-2030 de la Grande Muraille Verte. L'initiative de la Grande Muraille Verte est la réponse concrète, concertée et unifiée des 11 États sahéliens en matière de lutte contre la désertification, les changements climatiques et la dégradation de la biodiversité. Sur les 32 millions d'hectares de forêts répertoriés au Mali en 1985, il n'en restait qu'environ 17,4 millions l'an dernier. Information donnée par le ministère chargé de l'Environnement au lancement du projet de restauration des terres dégradées. Allez, nous allons prendre l'avion ensemble et ça sera avec la compagnie Sky Mali qui nous propose désormais le trajet Bamako-Abidjan. Bamako, une nouvelle ligne directe après celle de Bamako-Niamey. Boubacar Bablé-Touré et Mamadou Sidibé faisaient partie des passagers du vol inaugural ce mercredi 1er octobre. On y va. Aéroport international président Modibo Keïta Bamako-Sénou ce mercredi 1er octobre. À première vue, des passagers qui font la queue pour remplir les formalités de voyage. Quoi de plus normal, mais pour ces passagers de la compagnie aérienne Sky Mali à destination Abidjan, ce trajet présente une particularité. Sky Mali lance officiellement la ligne Bamako-Abidjan-Bamako après avoir conquis le ciel nigérien. Les membres de l'équipage sur place, les passagers embarquent et c'est parti pour le vol inaugural. Après 1h30, atterrissage à l'aéroport international d'Abidjan, lieu qui a servi de cadre pour la cérémonie de lancement officielle. Notre ambition est claire, étendre notre réseau vers d'autres capitales africaines. Là où la diaspora malienne est fortement présente, là où les opportunités nous appellent. C'est pourquoi Sky Mali dessert depuis plusieurs mois Niamey, capitale du Niger, et aujourd'hui nous posons nos ailes à Abidjan, capitale d'un pays ami, dynamique, ouvert et profondément lié au Mali. Pour ce vol inaugural, la compagnie contribue au renforcement et au raffermissement des liens historiques, culturels et fraternels qui ont toujours caractérisé les deux peuples. L'ouverture de cette ligne, disais-je, n'est donc pas qu'une simple initiative économique. Elle est aussi et surtout un puissant facteur et levier d'intégration sous-régionale. Pour la part ivoirienne, nous ferons ce qui est de notre pour que Sky Mali vive le plus longtemps possible et que la ligne qui est ouverte entre Bamako, Abidjan et Bamako soit entretenue pour renforcer davantage donc, les relations entre nos deux pays. Le trajet Bamako-Abidjan s'est passé dans les meilleures conditions. C'est le sentiment de ceux qui ont eu la chance de bénéficier de ce vol inaugural. C'est une source de fierté, une source d'encouragement et je suis tout à fait heureux de faire partir de ce vol inaugural sur Abidjan et Bamako. Je suis très satisfaite du vol. Ça a été vraiment agréable, le personnel très sympa, l'accueil très impeccable. Bamako-Abidjan-Bamako, c'est tous les mercredis, vendredis et dimanches. Les tarifs sont les suivants. Aller simple, 147 800 francs CFA. Aller-retour, 270 400 francs CFA. Sky Mali, l'âme des grands voyageurs. Ah, c'était très bon dans l'avion. Deuxième session ordinaire du comité local d'orientation et de coordination et de suivi des actions de développement. Adama Traoré nous en parle depuis Kouloukourou.
Enabel, en collaboration avec la préfecture de Koulikoro, se donne comme mission de promouvoir la synergie des actions de développement dans le cadre de la lutte contre la désertification et les conséquences négatives des changements climatiques au niveau du cercle de Koulikoro. Pour cela, les participants porteront la réflexion pendant 10 jours afin d'identifier les goulots d'étranglement. Améliorer la gestion intégrée des ressources naturelles et restaurer de manière durable les écosystèmes naturels du Sahel dans la lutte contre la désertification et les effets néfastes des changements climatiques. Résultat phare de ce projet qui concerne la gouvernance. Donc c'est dans ce cadre-là que le projet appuie la tenue des sessions de comités de suivi d'orientation des actions de développement. Cette deuxième session ordinaire permettra de faire le point des actions menées en vue d'harmoniser les efforts sur le terrain au profit des communautés bénéficiaires. Le bilan des restitutions publiques, l'actualisation de la planification, le budget additionnel, la situation des paiements des salaires des fonctionnaires des collectivités et la mobilisation des ressources financières. Deux objectifs qui vous demanderont à réfléchir en toute objectivité et à être assidus pour que le résultat attendu soit à la portée de nous tous. C'est l'occasion pour moi de remercier le partenaire belge. À l'issue de cette deuxième session, il a été fait cas de l'état de mise en œuvre des recommandations de la première session. Il s'agit d'instituer un appui financier des communes pour l'organisation des sessions CLOCSAD et COSAD. Élaborer et valider un canevas unique de présentation pour la collectivité. 20e édition des assises de la Fédération des étudiants en sciences pharmaceutiques de l'Afrique de l'Ouest. Dossé Babadiara et Omar Kone nous disent que pendant une semaine à Bamako, les étudiants de la sous-région vont se pencher sur la collaboration et la coopération entre les acteurs du secteur. C'est une cérémonie qui rassemble chaque année les professionnels de la santé. L'objectif est de faciliter la collaboration et la coopération entre les professionnels et étudiants en sciences de la pharmacie de 8 pays de la sous-région. Chaque année, il y a des assises qui se tiendront dans l'un des pays membres de cette fédération. Et cette année, c'est le Mali qui a eu l'honneur d'abriter les 20e assises de cette FESFAO. Au cours de la cérémonie, le public a eu droit à un exposé sur le thème « Résistance aux antimicrobiens en Afrique, sensibiliser, agir et promouvoir pour préserver l'efficacité des antimicrobiens ». Les antimicrobiens sont des médicaments qui sont utilisés pour traiter les maladies et qui peuvent être dues soit à des bactéries, des virus, des champignons ou bien des parasites qui sont des types d'agents pathogènes qui peuvent vraiment infecter. Alors quand on parle de résistance, ça veut dire que ces agents-là, et quand on traite avec ces antimicrobiens classiques, ces agents n'arrivent pas à tuer ou bien à arrêter la croissance de ces pathogènes. La tenue de cette 20e édition au Mali a été possible grâce au soutien des partenaires. À cette occasion, une dizaine de stands d'exposition des produits pharmaceutiques sont ouverts au profit des étudiants. Il faut les accompagner dans cette organisation afin qu'ils soient bien formés, afin qu'ils partagent leur expérience, parce que la FESPAO, ça regroupe 8 pays et chacun vient avec son expérience. Les jeunes étudiants qui sont en pharmacie, ils doivent mettre beaucoup d'efforts dans la recherche et surtout sensibiliser les gens par rapport aux médicaments de la rue. Des conférences scientifiques, des ateliers ainsi que des rencontres sportives sont au menu de ces assises pour partager avec les participants les meilleures pratiques en sciences de la pharmacie des 8 pays concernés. À retrouver désormais dans vos kiosques le livre intitulé Modibo Keïta, le lion de Bamako. C'est un ouvrage de Luri Kounsom, un docteur en droit et avocat. La publication retrace le destin du père des indépendances au Mali, figure emblématique d'une Afrique en quête de souveraineté. C'est une méditation poignante sur le pouvoir, la fragilité des utopies et le prix à payer pour entrer dans l'histoire. Le roman historique contribue à faire vivre l'héritage de Modibo Keïta comme source d'inspiration. À retrouver également dans vos librairies au service d'une gouvernance éthique de l'État de Koro Traoré. C'est un livre autobiographique de 139 pages qui nous raconte un récit sincère et captivant, retraçant le parcours
personnelle et professionnelle d'un homme déterminé à rester fidèle à ses principes. À suivre ce soir dans nos programmes, votre émission mensuelle Démêler le vrai du faux. Abdoulaye Keïta va décortiquer certaines fausses informations qui ont fait le buzz sur la toile, notamment l'incendie d'un car de transport confondu avec les événements actuels ou encore le blocus de Bamako par des camions. Et je vous propose de suivre un extrait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Démêler le vrai du faux, votre rendez-vous mensuel dédié à la vérification des faits. À la suite des récents événements sur les grands axes routiers du pays, les ennemis de la nation ont envahi les réseaux sociaux avec de fausses informations diffusant des images sorties de leur contexte, comme vous pouvez le voir ici. Il s'agit en réalité d'un ancien accident survenu le 12 avril 2025 lorsqu'un car de la compagnie Jara Transport a pris feu à cause d'une surchauffe du moteur. Cette séquence sortie des archives n'a donc aucun lien avec les événements récents. Cette image d'incendie de la compagnie Jara Transport est donc du fake. Autre fait marquant, des publications malveillantes ont prétendu qu'il y avait eu des tirs à Kati. En réalité, la vidéo relayée date de janvier 2022 et a été tournée au Burkina Faso. Une fois de plus, il s'agit d'une fake news. Encore une intox circule, cette fois-ci une prétendue mutinerie à Kidal. Après vérification auprès de sources officielles et de médias fiables, aucun fait de ce genre n'a été enregistré. Et rien ne vient confirmer ces allégations. C'est une rumeur infondée destinée à s'aimer la confusion au sein de la population. Cette information est donc du fake. Une autre rumeur circule. Cette fois à travers un faux communiqué annonçant un supposé retrait des pays de l'AES du franc CFA. Cette information est totalement fausse. Les présidences de Burkina Faso, du Mali et du Niger ont annoncé un démenti formel et officiel sur leurs canaux de communication. Cette information est donc totalement fausse. C'est du fake. À suivre dans nos programmes après ce journal. Sport, la liste des joueurs retenus pour le tournoi de l'UFOA Zone A des moins de 17 ans garçons dévoilée. Demba Mamadou Traoré, le sélectionneur de l'équipe nationale de football des moins de 17 ans garçons du Mali, a fait appel à 25 joueurs. 5 clubs de ligue y sont représentés. Le tournoi est prévu du 5 au 18 octobre 2025 au Mali. Famourou Djourté, Tayeb Adjawakoui pour les détails. Les 25 joueurs cadets qui défendront les couleurs du Mali au tournoi de football de l'Union des fédérations ouest-africaines, UFOA Zone A, sont connus. Ibrahim Djara, étoile sportive de Bamako. Mohamed Sidibé, étoile du Mandé. Suleiman Silla, football club Mali Koura. Badra Aloufane, Guidars, GMG. Adama Kouyaté, Racing Club du Mali. Abdoulaye Daba Samake, étoile du Mandé. Mamadou Keita, Afrique Football Elite. Amadou Doumbouya, Yélé Olympique. Abdoulaye Touré, FC Béton Armé. Ismaël Kamisogo, étoile du Mandé. Mohamed Ebenezer Sogodogo, Football Club Malikoura. Youssouf Silla, Afrique Football Elite. Oumar Tangara, Junior Elite. Badra Djara, AS Real de Bamako. Salia Djara, Africa Foot. Mamadou Suleiman Sako, Football Club Malikoura. Sanaba Keita, Centre Sportif de Bamako. Aboubakar Maïga, Africa Foot. Alidou Alassane Maïga, Afrique Football Elite. Djigi Koita, Guidars GMG. Issouf Traoré, Académie Football Club Sherifla. Bouakar Kali Diallo, Yiriba Foot Kai. Zakaria Silla, 11 créateurs de Nyarela. Fousseini Sidibé, Centre Sportif Bamako. Demba Sissoko, Djoliba Athletic Club. Dans la liste, 5 clubs de Ligue 1 Pro du Mali sont représentés. Le promu FC Malikoura place 3 joueurs, tout comme Afrique Football Elite. Le Djoliba AC, l'AS Real de Bamako et 11 créateurs comptent chacun un joueur sélectionné. Le reste de la sélection est composé de jeunes venus d'autres centres de formation à travers le pays. Après la lecture de la liste, le sélectionneur a expliqué les critères de sélection ainsi que les objectifs de l'équipe. On a passé pratiquement par une série de détections, pratiquement sur un mois, pratiquement. On avait beaucoup de jeunes. Maintenant, ils ont passé par divers tests. Au finish, on a retenu 2 joueurs maintenant qui, pour nous, sont prêts sur tous les plans. Voilà. Donc maintenant, je pense que le travail a été fait ainsi.
Le sélectionneur Demba Mamadou Traoré s'est aussi exprimé sur les adversaires du Mali en phase de groupe avant de lancer un appel au public sportif malien. Nous allons jouer 2 pays anglophones, ils ont les spécificités, un pays lusophone eux aussi, donc on va s'adapter à ce qu'ils peuvent proposer, mais je pense que nous jouons chez nous, on se doit d'abord de se préparer afin que les autres puissent vouloir se limiter et maintenant chercher des failles chez nous. Mais l'important quand même, on va étudier tous les adversaires, tous ceux qui sont là savent faire quelque chose quand même. Le public sera très important, déterminant pour le tournoi. L'édition 2025 du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines, qualificatif pour la CAN U17, se joue au Mali du 5 au 18 octobre 2025. En marge de la publication de la liste des cadets maliens, la FEMAFOOT a profité de l'événement pour remettre des équipements médicaux à l'autre sélection U17 garçons du Mali, en partance pour la Coupe du Monde 2025 de la catégorie à Doha, au Qatar. Voilà, ça commence ce dimanche et ça jusqu'au 18 octobre. Un grand merci à nos téléspectateurs, à tous nos téléspectateurs, particulièrement ceux de Barawili, de Tamani et de Ségou. Bonne soirée à tous et à demain. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse